Le Son d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Un épisode qui va vous plonger dans le monde mystérieux des centres d'appel. Des lieux uniques dans lesquels les téléphones sonnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'invité du jour est Romain Cuper, le CEO de Captel, un de ces call centers qui tournent jour et nuit dans la région liégeoise. Alors, un call center, comment ça marche? On démystifie tout ça avec Romain dans quelques instants dans Le Son d'entreprendre. J'accueille donc Romain Cuper aujourd'hui. Bonjour Romain, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Tu es donc le CEO de Captel, un centre d'appel situé dans le centre de Liège. Je pense qu'on se pose tous la même question. Est-ce que ce sont tes travailleurs qui nous téléphonent 3 fois par jour pour améliorer la performance énergétique de notre habitation? Eh ben non, justement, ce n'est pas nous, je vous rassure tout de suite. Le but de notre service, c'est qu'il soit le plus transparent possible. On en parlait justement quand je suis arrivé, on ne connaît pas nécessairement la société. Tant mieux, c'est qu'on travaille bien, c'est qu'on arrive à être transparent et que personne ne se rend compte qu'ils sont déviés parfois par certains de nos clients. Donc vous proposez des services en télémarketing, en permanence téléphonique et en secrétariat médical. Ça veut dire quoi exactement tout ça? Eh ben, Captel, c'est le plus vieux call center d'Europe, en tout cas presque, hors Royaume-Uni. Et voilà, avec 50 années d'expertise dans le domaine, on a d'abord commencé à travailler exclusivement avec des médecins, d'où le domaine médical qui est quand même notre domaine de prédilection, et c'est aussi pourquoi on travaille 24 heures sur 24 pour répondre justement à certaines demandes médicales et urgentes. Et on a de plus en plus de clients qui sont des entrepreneurs, on a des plombiers, on a des toituriers, et qui nous contactent justement pour déléguer cette partie réception d'appel qui est, comme je le rappelle, vraiment transparente, et le but c'est de gérer les agendas et de répondre au téléphone pour libérer du temps de travail aux professionnels qui font appel à nous. Quand tu parles de télémarketing, ça veut dire quoi exactement? Ici, notre volet télémarketing, donc qui est une petite partie de notre travail, on appelle uniquement des entreprises, on n'appelle pas de particuliers. Donc si jamais vous avez besoin de contacter une base de données de clients, on peut contacter les clients, mais comme on en parlait tout à l'heure, on n'appelle pas de particuliers pour les harceler chez eux. Et toi, tes clients, c'est qui? T'as des exemples que tu pourrais nous donner? On a pas mal de généralistes, on a pas mal de dentistes, il y a vraiment tout le milieu médical, on a les pompes funèbres aussi, donc je vais prendre un exemple un peu particulier, on a des ascenseurs. Si vous êtes coincé dans un ascenseur, vous appuyez sur le bouton, vous passez par chez nous. Et c'est toi qui fais tes équipes qui sont au bout du fil. Voilà, on peut avoir certaines sonnettes, donc des gens qui veulent pouvoir être accessibles sur leur sonnette de maison, on va sonner à la sonnette de la maison et on va dévier ces sonnettes et on peut répondre simplement pour prévenir qu'il y a personne qui va revenir à un autre moment. On peut avoir aussi une personne âgée qui a un bracelet sur lequel il va appuyer quand il tombe, ça passe par chez nous. On a ce genre de profil, on a des pompiers, je me souviens qu'il y a une année, on a même participé au concours de Miss Belgique, et donc les gens appelaient pour dire je vote pour la numéro 2, la numéro 3. Donc voilà, on fait vraiment toutes sortes de choses. Et t'as une idée du nombre de clients que t'as au total dans ton entreprise? Oui, on a 500 clients. Ah ouais, donc, pas mal. Voilà, c'est quand même et je dirais la moitié dans le domaine médical. Et il faut combien de collaborateurs pour gérer 500 clients? Là, pour l'instant, on est 45. Et ça veut dire plus ou moins combien d'appels par jour? Alors, par semaine, je pense qu'on est entre 13 et 16 000 appels. Voilà, ça monte jusqu'à 80 000 appels par mois. Quels sont les types de demandes les plus courantes des gens qui appellent Captel? Comme je le disais tout à l'heure, il y a la moitié de nos clients qui sont des clients médicaux, et souvent, c'est simplement, on va appeler son médecin pour prendre un rendez-vous. Et donc, on a le programme Estelle, qui est un programme qui a été créé par Captel, qui va ouvrir une fiche et la secrétaire va lire un script qui a été fait à l'avance, très précis, avec ce que le médecin veut comme demande préalable. Donc, faut-il amener un test sanguin, faut-il amener une radio, faut-il se garer quelque part dans la rue ou sonner à un endroit spécifique. Tout ça, c'est des choses, dans la seconde, la secrétaire va le lire, et donc c'est organisé avec des codes couleurs. Et évidemment, ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir répondre à des questions, parce que c'est là où le subterfuge, on va dire, est assez complet. C'est que si jamais la personne appelle en disant oui, mais je me souviens que j'ai déjà été dans un bureau, il y avait telle fleur devant ou tel arbre devant, est-ce que c'est bien au même endroit? Tout ça, c'est arriver à faire en sorte que la personne ne se rende pas compte qu'elle est déviée, parce qu'on va souvent poser des questions très spécifiques. Est-ce que je suis en talon, est-ce que je pourrais marcher, ou
mon enfant est PMR, est-ce que je peux ou non rentrer avec la chaise roulante dans le cabinet du médecin? Et donc on a essayé de pallier vraiment à toutes ces questions, et chaque fois qu'il y a une nouvelle question, on va l'encoder et on va venir le rajouter dans la fiche, et on a des sortes de boutons sur lesquels on peut cliquer pour avoir justement ces informations plus détaillées et plus spécifiques. Et donc il faut réussir à maîtriser cet appel pour que la personne ne se rende pas compte qu'elle est déviée. Le but, ce n'est pas de mentir ou de tromper, mais on appelle pour contacter son médecin, on a autre chose à faire que de se demander si on est bien chez le médecin ou non. Donc vraiment, c'est une question de confort, autant pour le médecin que pour la personne qui appelle. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on est coincé dans un ascenseur, ça peut passer par chez nous. On appelle les pompiers, ça peut passer par chez nous. Et après, toi, tu rediriges l'information aux pompiers? Comment ça se passe? Voilà. C'était une toute petite caserne de pompiers. Okay. J'avoue qu'on a plus de clients là pour l'instant, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu l'étendue des clients qu'on peut avoir. Les appels de pompes funèbres, qui laissent jamais vraiment indifférent la secrétaire. Je les entends souvent parler. Voilà, j'ai eu beaucoup d'appels de pompes funèbres. C'est quand même un peu plus lourd. Et là, elles savent bien qu'elles doivent ralentir. Par exemple, dans ce cas-là, qu'il faut amener énormément d'empathie et qu'elles vont pas hésiter à laisser un peu de temps à la personne et de pas essayer de clôturer l'appel directement, parce qu'il y a plein de techniques pour pouvoir clôturer les appels plus rapidement. Quand on sait qu'il y a X appels en attente, qu'on a envie de répondre au plus vite et de pas avoir un délai d'attente qui augmente. Souvent le lundi matin, moi je vous déconseille d'appeler le lundi matin si vous voulez pas attendre quand vous appelez votre médecin, mais il y a plein de techniques comme ça qui permettent de clôturer un appel tout en restant poli et agréable pour la personne, en anticipant un petit peu, on va dire, les demandes de la personne et en répondant à sa place déjà en avance à ce qu'elle pourrait demander. Et il y a certains appels comme les pompes funèbres où on sent bien qu'il y a une empathie à rajouter et on va pas expédier ce genre d'appel là. Et donc voilà un petit peu le processus. C'est assez rapide, hein. Vraiment, la secrétaire est derrière son ordinateur, elle a le script qui s'ouvre, le nom du médecin qui arrive, et donc on va décrocher en disant cabinet du docteur Intel. C'est ce qui est écrit en premier sur le script, et une seconde avant, elle ne savait pas si elle allait décrocher pour un médecin ou pour un toiturier ou pour autre chose. Donc il faut être rapide, et c'est un peu une sorte de méditation. Il faut suivre la vague des appels et prendre le bon. Je reprends l'exemple du médecin. Après, vous redirigez les informations vers le médecin. Il y a pas mal de sociétés, je vais pas en citer pour pas non plus en favoriser une, mais pas mal de sociétés qui proposent des agendas en ligne. Et nous, on permet justement aux médecins d'avoir les deux, parce que certains médecins plus jeunes qui vont se dire, moi, je veux simplement la prise de rendez-vous en ligne. On va pas se mentir, il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie de faire ça. Donc, nous, on va gérer à la fois les appels, mais on va aussi gérer les agendas en ligne, et on les remplit pour eux, et alors ils peuvent le consulter alors là par la plateforme de ces sociétés externes. Et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un service sur mesure. Si les personnes veulent des fax, on a toujours certains médecins qui veulent un fax. Il y a des personnes qui veulent des SMS, veulent recevoir un coup de fil pour avoir le rendez-vous par coup de fil à tel moment, on le fait volontiers, et il y a un système de facturation qui est prévu pour chaque acte qui est bien clair en amont. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on négocie client par client, vraiment. C'est en fonction de la pénibilité et le temps de travail qui va être demandé. Et tes collaborateurs, ils rencontrent les clients pour qu'ils travaillent en présentiel, on va dire, ou tout se fait en ligne et à distance? On est assez fiers de nos bureaux, on a des très beaux bureaux et on aime bien faire venir les clients, parce que je pense que même si on passe par le téléphone, on a envie de pouvoir mettre un visage et rencontrer des personnes qui vont décrocher pour nous. Et donc voilà, ça fait partie un peu de nos rituels de faire venir les clients et de leur présenter les lieux, et on est assez fiers de nos bureaux et de l'ambiance qu'on a sur le lieu de travail. T'en as parlé il y a quelques instants, mais Captel promet sur son site que vos services du coup ne sont pas délocalisés. Pourquoi ce choix? Ici, voilà, c'est historique. Mon père a créé cette société, ma mère y a travaillé pendant des années, et on a très peu de turnover par rapport aux autres call centers. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est peut-être un petit peu plus cher et qu'on prend des clients qui peuvent se permettre ce service-là. C'est le fait qu'on veut avant tout qu'il y ait un bien-être sur le lieu de travail. Et donc du coup, ça va complètement à l'encontre de nos valeurs de délocaliser et de perdre la main sur ce qui nous rend fiers, en tout cas, de travailler dans cette société. Et puis je pense que nos équipes comptent sur nous, et il y a un rapport très intime quand on a peu de turnover et qu'on travaille avec des gens. Il y a certaines secrétaires qui sont là depuis plus de 30 ans, que je connaissais quand j'étais tout gosse et que j'allais faire mes devoirs après l'école, et donc il y a un rapport affectif et une confiance qu'on veut pas perdre, ni vis-à-vis de nos clients, ni vis-à-vis de nos secrétaires. Donc je pense que c'est un tout, et
on pourrait pas se permettre de délocaliser une partie du travail. C'est notre philosophie en tout cas. Donc, si je comprends bien, c'est ton papa qui a créé l'entreprise qui était la première permanence téléphonique de Belgique. Est-ce que tu peux raconter un peu plus son histoire? Oui, donc ici les bureaux donc actuels qui sont au-dessus de la médiacité dans le centre de Liège, c'est un appartement dans lequel je vivais enfant. Et mon père, le premier client qu'il a fait, c'était un médecin. Et à un moment donné, il décrochait pour un seul médecin avec son téléphone, un petit carnet, et il prenait les rendez-vous. Et on faisait ça dans la cuisine. Si jamais on devait partir en vacances, il fallait demander à une tante de venir répondre au téléphone à notre place. Et ça a démarré vraiment avec un téléphone, un crayon et un petit carnet. Moi, je me souviens encore de la période papier où il y avait un grand tourniquet que les secrétaires faisaient tourner pour aller chercher une farde et pour pouvoir répondre assez rapidement sans que la personne qui téléphone ne se rende compte qu'elle est déviée, parce que c'est vraiment le but, c'est la transparence totale. Et ici, ma mère a fait développer justement un des premiers programmes informatiques de réception d'appels qui a permis de complètement arrêter le papier et de passer au tout numérique. Parce qu'il faut se rendre compte que quand les filles décrochent, elles peuvent avoir jusqu'à 6 appels simultanés où elles vont devoir lire le script, parfois des demandes très spécifiques, passer d'un client différent à un autre. On peut passer d'un gynéco où il va falloir demander des résultats d'analyse. On peut directement basculer sur un coup de fil pour des pompes funèbres où il faut énormément d'empathie pour la personne qui vient de perdre un proche. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui demande une formation longue et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas autant de turnover, c'est parce qu'on tient à nos filles qui sont bien formées. Et c'est pas un boulot si facile que ça, en fait. Et vous les formez comment, justement? Alors ici, la formation, c'est d'abord on va commencer par des clients plus simples, en fait. Et ça peut durer assez longtemps, ça peut durer jusqu'à 6 mois de formation. Et puis je pense que directement les personnes se rendent compte si elles sont faites ou non pour ce travail-là. Souvent, soit on adore parce que vraiment il y a on se rend compte qu'on est fait pour ça et on aime bien le confort de pouvoir quand même être assis dans des bonnes conditions et le confort aussi d'un cadre de travail qui est assez excellent. Et puis il y a des personnes qui se rendent compte que c'est vraiment impossible de décrocher autant d'appels toute la journée comme ça, et donc je pense que ça dépend vraiment des profils et de ce qu'on recherche comme travail. Tu parlais de filles, ça veut dire que tu n'as que des collaboratrices? Alors on n'a que des collaboratrices, et même quand on était 150, ce n'était que des femmes. C'est un choix? Et ça, c'est un choix. Je sais que ma mère a eu pas mal de soucis, justement parce qu'on a pu lui reprocher une forme de discrimination à l'embauche. Mais il faut se rappeler que il y a pas si longtemps que ça, il y avait quand même une forme de sexisme ambiant dans la société qui sous-entendait que si on appelait son médecin et qu'on avait un homme au bout du fil, on avait le médecin, mais si on avait la femme, on avait la secrétaire. Et tout ce sexisme ambiant, il s'est reflété au départ dans la manière de sélectionner les profils. Et puis au final, même si la société a changé, il y a eu une volonté en fait de rester entre femmes, et je crois qu'elles se sont dit on aime bien cette sororité, on aime bien cette ambiance et on aime bien rester entre femmes. J'essaye de temps en temps de leur dire vous êtes sûr, vous voulez pas engager un tel ou un tel, et puis elles se rendent compte qu'en fait il y a une qualité de travail comme ça à rester entre elles. Et voilà, pour une fois que c'est dans ce sens-là, je pense que on va pas leur reprocher de vouloir rester un petit peu entre elles. Et toi, comment tu trouves ta place dans cette sororité? J'ai la chance d'avoir grandi là-bas, donc je fais partie un peu des meubles et donc voilà, je m'y sens très bien et il y a aucun souci. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment s'est passé le processus de transmission de ta maman vers toi? Oui, simplement ma mère elle a travaillé depuis ses 17 ans là-bas, et donc à 65 ans, elle décide de prendre sa retraite. Et mon frère et moi, on avait envie que cette société qui fonctionne bien perdure, et je crois que d'une certaine manière, c'est pas un milieu dans lequel ni mon frère ni moi, on avait nécessairement envie de travailler, mais on tient aux secrétaires et on tient aux filles qui travaillent là, et on tient à l'ambiance, et on n'a pas envie que cette société s'arrête. Donc je dirais que c'est plutôt tout à fait logique et normal qu'on fasse tout pour que les emplois restent ici et que la société reste là où elle est pour l'instant. Je dirais que c'est vraiment la relation humaine avec le personnel qui nous pousse avant tout à continuer. Est-ce qu'il y a eu un challenge auquel tu ne t'attendais pas, ou tout a plutôt roulé comme sur des roulettes? J'ai eu la chance de travailler plusieurs fois, plusieurs années dans cette société, donc je savais très bien dans quoi j'entrais, et non, j'avoue que je connais les lieux comme ma poche, et je suis chez moi là-bas, donc il y a pas eu de souci ni de challenge. C'est quoi ton parcours professionnel?
Alors moi personnellement, j'ai étudié le design industriel à Saint-Luc à Liège. J'ai travaillé comme architecte d'intérieur et ensuite j'ai fait un peu de musique. J'ai eu le statut d'artiste et j'ai fait pas mal de concerts. Et alors j'ai ouvert le Cuper Café à Liège pour ceux qui sortent un petit peu à Liège, qui aiment bien les expos, les petits concerts. On est assez connus de ce côté-là. Et donc voilà, j'ai un peu ma double casquette où la journée je suis dans mon call center et le soir je suis dans mon café à servir des bières. Et voilà, je vous invite à venir boire une petite bière dans mon café aussi. Et est-ce que tu peux me dire un peu comment est-ce que la société a évolué au fil des ans? Tu as parlé un peu du passage du papier au numérique. Il y a eu d'autres grands chamboulements comme ça? Il y a eu on va dire une période assez faste où on était plus de 150 à répondre au téléphone, où on travaille avec l'Empiris et puis qui a été racheté par Total. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que on préférait revenir à une échelle plus humaine, et ça a été un gros challenge quand même de travailler avec autant de personnes. Et on a décidé vraiment de rester focus sur des petits clients et qui sont un peu plus rentables, mais surtout pour qui on peut vraiment apporter un service de qualité. Et tes tarifs, ils fonctionnent comment? Alors on a des systèmes d'abonnement, des coûts par appel, et vraiment c'est du sur-mesure en fonction des demandes, parce que un appel n'est pas l'autre. On va avoir des appels qui sont beaucoup plus spécifiques avec des scripts beaucoup plus longs, où on va avoir pas mal d'actions à mener. Je pense par exemple aux nouveaux agendas pour des médecins qui travaillent avec des agendas en ligne. Et ben on va pouvoir gérer ces agendas-là. Mais alors si jamais on a un cabinet médical qui a plusieurs agendas, ben voilà, ça va faire chaque fois des coûts supplémentaires. Mais ça dépend un petit peu, on le fait vraiment du sur-mesure et c'est en fonction des besoins du client. On peut avoir certains clients qui vont juste nous demander de dévier quand ils partent en vacances, et donc on va travailler pour eux peut-être 2 ou 3 semaines par an, et puis on va avoir des clients qui vont absolument tout dévier chez nous. Et donc voilà, on répond vraiment en fonction c'est quelque chose qui se négocie en tout cas en fonction des appels. Est-ce qu'il y a un cliché sur ton entreprise que tu voudrais démentir? Je pense que le plus gros cliché sur les call centers, c'est on imagine tout de suite, comme dans les films, des espaces gigantesques où les gens sont divisés par des panneaux et sont tous des numéros qu'on fouette à longueur de journée pour de la productivité, alors que si vous venez visiter nos bureaux, vous verrez que c'est un endroit charmant où les gens ont de la place et un chouette espace de travail. Donc je crois que c'est vraiment le cliché sur la qualité de travail. C'est ce qui étonne le plus nos clients quand ils viennent chez nous. On reçoit tous des appels promotionnels et on raccroche souvent très vite. Quelle est la différence entre ces procédés-là et les tiens? Ici, de toute façon, ça c'est un procédé qui est voué à disparaître. J'imagine que vous connaissez tous le site internet, je crois que c'est Do Not Call Me, et dans lequel on peut simplement mettre son numéro de téléphone et puis après les gens n'ont plus le droit de vous appeler. C'est des protections européennes qui font que maintenant le métier change, et pour des gens qui appellent et qui veulent harceler les gens, c'est de plus en plus difficile. Et donc moi je vous invite, si jamais vous recevez des appels qui vous embêtent, à vous inscrire sur ce site. Mais de toute façon c'est pas notre fond de commerce. Nous on va vraiment appeler des professionnels, on va appeler des gens qui s'attendent à recevoir un coup de fil. Donc c'est simplement une société qui doit contacter plusieurs de ses clients, elle va faire appel à nous. On appelle au nom de cette société, et donc en tant que client vous attendez à avoir des contacts, et on a le droit de vous contacter parce que ça fait partie du contrat que vous avez signé, mais on n'appelle jamais quelqu'un pour lui vendre quelque chose. Ça fait pas du tout partie de toute façon de notre philosophie. Donc Et est-ce que tu te rends compte que tu dois quand même faire un travail pour éviter de ne pas avoir cette image de spam téléphonique? Je pense que c'est tout à fait normal qu'on nous confonde. Au final, un call center n'en est pas un autre, et on va avoir des call centers qui sont délocalisés et qui vont vraiment faire du chiffre sur le dos de personnes qui sont payées très peu et qui vont vraiment espérer avoir une personne qui va répondre positivement après des milliers d'appels. Nous ici on est en Belgique uniquement, donc on est sur un travail beaucoup plus qualitatif où on peut pas se permettre de harceler les gens comme ça. Donc un call center n'en est pas un autre. Ici nous on est une petite société familiale de moins de 50 personnes, et voilà, avant tout c'est répondre au téléphone, notre travail, et c'est assez simple à comprendre que avoir sa propre secrétaire ou décrocher tout le temps à son téléphone, il y a des personnes qui savent mieux le faire, et je pense que si on est toiturier, plombier, et qu'on en a marre de décrocher le téléphone, on est beaucoup plus efficace à travailler et à répondre à des demandes avec ses compétences, plutôt que de devoir décrocher le téléphone et gérer un agenda. Et nous ici c'est notre compétence de faire ça, donc c'est un échange de bons procédés, et la plupart de nos clients restent vraiment des dizaines d'années chez nous, donc
moi je vous conseille de nous contacter et d'essayer de demander en tout cas une phase d'essai. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur ton entreprise? C'est une entreprise qui est assez paisible. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, en tout cas entre les travailleuses, et une certaine forme de stabilité qui est assez rare pour l'instant. Et je vais pas dire que tout est toujours un long fleuve tranquille, mais ça fait on a doublé notre chiffre d'affaires en 20 ans et on a très peu de turnover. Donc je dirais que si je dois prendre un terme pour le définir, ce serait le terme paisible en tout cas. Tu n'as que des collaboratrices qui travaillent dans le centre d'appel ou tu as d'autres profils? Il y a quelques cadres, mais sinon non, ce sont que des téléphonistes. Et d'ailleurs, ce qui est assez chouette pour la motivation, on va dire, dans l'entreprise, c'est que toutes les cadres ont été téléphonistes à un moment donné. Même ma mère qui était directrice. Et donc il y a vraiment cette capacité à rentrer dans cette société, on va dire comme simple téléphoniste, peut-être avec peu de diplôme, peu de formation, et avoir de plus en plus de responsabilités. Et donc chaque cadre qui était anciennement téléphoniste est un peu une promesse d'ascension au sein de la société en tout cas. Et aujourd'hui, à un moment où on parle beaucoup de pénurie, t'as facile à trouver des nouveaux collaborateurs? Non, c'est assez compliqué, j'avoue. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même un métier qui a pas nécessairement une chouette image, et donc il y a très peu de gens qui ont envie de travailler dans ce domaine-là. Et on va pas se mentir, une personne sur deux n'est vraiment pas faite pour travailler dans un call center. Ça demande quand même vraiment des compétences de rapidité et psychologiques qui sont assez poussées. Mais on finit toujours par trouver des profils qui nous conviennent. Donc, mais bon, c'est aussi l'avantage de pas avoir trop de turnover, c'est qu'on ne doit pas engager trop non plus. Donc. Et comment est-ce que tu fais pour garder ton personnel motivé dans un secteur si particulier? Vraiment, c'est ce que ma mère a toujours fait, et c'est ce qu'on va essayer de continuer, c'est la qualité de vie sur le lieu de travail. Donc, par exemple, le matériel, la luminosité, tout ce qui va être vraiment confort direct, mais aussi plein d'attention au quotidien qui vont permettre vraiment de s'épanouir et de se sentir bien sur son lieu de travail. Et on le voit bien avec le Covid, tout le monde a voulu travailler depuis chez soi, et là pour l'instant, alors que c'était un peu la carotte, voilà, celle qui travaillait le mieux, qui arrivait à quand même des bons résultats, pouvait travailler de chez elle, là il y a une bonne partie qui a envie de revenir sur son lieu de travail et qui se rend compte que on est quand même pas si mal dans l'entreprise, et je crois que ça c'est un bon signal en tout cas qu'on fait ce qu'il faut pour que tout le monde se sente bien. Comment tu gères les clients mécontents? Heureusement, ça arrive pas trop souvent, et quand ça arrive, tout le monde panique un peu dès qu'on a une mauvaise review, quelqu'un qui râle. Mais ça, on a vraiment des super cadres qui directement prennent en charge les plaintes et directement vont faire ce qu'il faut et faire des rappels en interne pour être sûr que tout le monde fasse bien attention et qu'il y ait plus de clients mécontents, parce que c'est vraiment le but, c'est de déléguer, et pour bien déléguer, il faut que le client puisse compter sur nous à 100% et fermer les yeux. Est-ce que ça arrive que les personnes au bout du fil aillent trop loin avec tes collaboratrices? J'ai l'impression que ça arrive de moins en moins, mais c'est vrai qu'on a de temps en temps certaines personnes qui se défoulent, hein. Quand on appelle, souvent c'est qu'on est mécontent. On prend la peine d'appeler, et on a quand même envie de se faire entendre. Je pense par exemple à des logements sociaux pour lesquels on décroche, ou malheureusement, si les gens appellent, c'est souvent qu'ils ont un gros souci, et donc ça peut durer très longtemps, où la personne va vraiment raconter tous les détails de sa vie et se plaindre de son voisin, ou de travaux qui ont été mal faits. Et donc c'est vrai qu'il faut savoir rester zen et toujours professionnel dans toute situation. Ça, c'est vraiment une des grosses qualités qu'on cherche chez nos travailleuses, c'est d'arriver à rester dans toutes circonstances poli et professionnel. Comment elle gère ça? C'est un travail sur elle-même ou c'est une qualité naturelle? Je pense que c'est un peu des deux, hein. Évidemment, il faut avoir un certain flegme, une certaine distance, mais il y a moyen quand même aussi de s'entraîner. Et puis je pense que avec l'expérience, à un moment donné, on en a vu d'autres et on prend plus personnellement. Mais c'est vrai que quand on est au téléphone, faut pas oublier qu'en face, on a parfois quelqu'un qui a aussi une certaine sensibilité et qui n'est pas nécessairement responsable, on va dire, du problème pour lequel on appelle. Donc, heureusement, la plupart de nos clients, on appelle pour un rendez-vous, c'est fait en 2 secondes, le rendez-vous est booké, bonne journée, et ça reste quand même des appels plutôt faciles.
Comment tu fais pour que les collaboratrices se sentent bien après un client particulièrement odieux? Je pense surtout aux nouvelles collaboratrices qui pourraient avoir du mal à ce niveau-là. Évidemment, on a toujours une responsable qui est sur place et qui peut à tout moment reprendre un appel. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui se fait fort en interne. C'est voilà, je suis nouvelle, je décroche un appel, c'est vraiment très compliqué, la personne est insupportable, je ne sais pas comment gérer ça. Simplement, on peut transférer à des plus anciennes. Et alors, ça permet vraiment de garder cette expertise et cette capacité à gérer ces appels plus difficiles que tout le monde ne peut pas faire dès le début. Mais on a pas mal de formations, donc vraiment entre secrétaires qui vont se faire un échange, un transfert de compétences. Et puis voilà, c'est une question de personnalité aussi. Je pense que tout le monde n'a pas la personnalité de faire ça. Et donc c'est un juste mélange de prérequis, d'innés, de certains tempéraments qui peuvent supporter ce genre d'appel. Et puis pas mal d'entraînement. C'est vraiment les mois et les années qui permettent de faire ce métier qui est quand même assez difficile. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois cette évolution pour ton entreprise? C'est un danger? C'est une opportunité? J'essaye vraiment toujours de m'intéresser. On a des partenaires informatiques qui nous tiennent un peu au courant, qui nous font des formations justement sur ces nouveaux outils. Et l'air de rien, un call center, c'est du matériel de pointe. Pour pouvoir répondre à autant d'appels téléphoniques, il faut des sacrés serveurs, du sacré matériel. Et donc nos prestataires externes nous tiennent au courant des avancées. Maintenant, personnellement, j'attends de voir quand même, parce que on a pas mal de choses impressionnantes qui arrivent, des voix qui sont très bien imitées. On a l'impression qu'on va pouvoir très rapidement mettre des robots un peu partout, mais pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu, on a surtout des outils qui permettent d'être plus efficaces, on va dire, dans la partie cadre, la partie vraiment gestion. Je pense à des robots qui vont écouter des réunions Zoom, ou qui vont lire les mails et qui vont faire des résumés. D'un côté un petit peu plus pessimiste, on nous a vendu le cloud comme une révolution technologique, alors que c'était une technologie qui était assez ancienne et c'est juste les performances qui avaient augmenté. Est-ce qu'ici l'intelligence artificielle qu'on nous présente, c'est pas aussi simplement des technologies plus anciennes qui sont juste plus rapides? J'attends de voir quand même. Je pense pas que notre métier va changer directement, parce qu'on cherche toujours évidemment l'humain. C'est ce qu'on propose ici dans la société, c'est d'avoir toujours une personne au bout du fil. Et avant de pouvoir vraiment remplacer ça, je crois pas qu'on y soit encore. C'est quoi le plus gros défi qui attend Captel dans les prochaines années? Moi, je dirais que le plus gros défi, c'est la manière dont certains médecins travaillent. Et je pense que c'est normal, mais je vais prendre un exemple, c'est les généralistes. On a tous en tête le médecin de campagne qui connaît tout le monde, qu'on peut déranger à toute heure de la nuit et qui est toujours disponible. Et nous ici, on travaille de concert avec pas mal de médecins qui sont comme ça, et on a une vraie plus-value parce que ça nous permet vraiment de filtrer et puis d'uniquement déranger le médecin si on ne peut pas répondre directement depuis chez nous. Sauf que, et c'est normal, mais on est dans une société où les médecins vont de moins en moins vouloir décrocher à toute heure de la nuit. Il y a de moins en moins de généralistes, et c'est un métier qui est quand même un petit peu moins recherché, et donc ça arrive de plus en plus que quand on contacte son médecin, on soit dévié, où il y a certaines heures où on peut appeler et pas d'autres, et donc c'est vrai que nous, on va être peut-être moins utile à ce moment-là. Donc je dirais que c'est vraiment la manière dont la relation au travail change pour certains professionnels. Tout le monde ne veut plus être joignable tout le temps. Et comment est-ce que toi tu prépares ce changement pour Captel? Ici, on essaie justement d'offrir plus de formules qui s'adaptent aux besoins, qui s'adaptent à des moments précis où on peut remplacer le médecin et décrocher les appels à sa place seulement à des moments précis. Voilà, c'est un petit peu dans cette direction-là qu'on travaille. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Romain d'être venu nous présenter ton entreprise. Merci à toi. Le mois prochain, nous avons rendez-vous avec un entrepreneur qui travaille dans un secteur à la fois unique, intrigant et effrayant, celui des pompes funèbres. Pas de panique, tout va bien se passer. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à écouter les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. À très vite.